Bonjour et merci Muriel et merci au Fonds français Alimentation Santé. C'est comme on filme partout ici, donc c'est le deuxième des 3 épisodes. C'est pas un film, c'est une série. Et comme toutes les bonnes séries, on espère même qu'on inventera de nouveaux épisodes à la sortie et que le 3e ne sera pas le dernier. Bon, on est bien, oui merci. On est bien sur le 2e, et du coup mon rôle là ce matin c'est de rebondir sur ce qu'on s'était dit l'année dernière et de montrer en quoi on ouvre cette période de 2 ans vers le 3e. Donc je ne rentrerai pas nécessairement, à moins que vous m'y invitiez, sur le fond des questions qui touchent à l'évolution des systèmes alimentaires, mais je m'intéresserai plus au processus tel qu'il a été conduit au cours de ces dernières années, et pourquoi on en arrive là, à un moment important où, il y a un mois, on a donné le top départ d'un processus qui va durer 2 ans et qui nous amène à nous retrouver pour se mettre d'accord au niveau international sur l'élaboration, enfin pas sur l'élaboration, on va élaborer pendant 2 ans et se mettre d'accord d'ici 2 ans sur des directrices volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Alors, vous voyez déjà un petit écart, je m'en suis rendu compte en finalisant le support, il y a un petit écart. Ça pourrait faire débat éventuellement d'ailleurs, entre le titre dans l'encadré rouge, qui est le vrai titre dans le langage Nations Unies, et celui de la conférence qui dit normes et normes sur l'alimentation. On n'est pas tellement, c'est moi qui suis responsable, hein, on n'est pas tellement sur des normes sur l'alimentation, on est sur des directrices volontaires sur les systèmes alimentaires. Voilà, 2 petites nuances sur lesquelles éventuellement on pourra revenir dans le débat. Donc, comme Muriel le disait, le point de départ, c'était il y a presque 1 an, jour pour jour, la présentation de ce rapport, le numéro 12 des rapports du HLPE, vous le voyez dans le petit encadré en haut à droite, et qui portait sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Et ce rapport lui-même a aussi toute une histoire que j'ai racontée. Il est le fruit du travail d'une équipe projet que vous voyez ici en photo. Donc vous voyez ici l'équipe qui était pilotée par Jessica Fanzo, la directrice de l'équipe projet, de personnes qui sont quand même parmi les meilleurs mondiaux, avec une discipline, une origine géographique, culturelle et disciplinaire très forte. Juste pour citer, ce monsieur en haut à gauche vient d'avoir le prix, le World Food Prize, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'alimentation. Donc il était l'un des membres de l'équipe. Ici, vous avez le coordonnateur du HLPE, notre collègue Nathanaël Pingot, qui est basé à Rome. Donc vous voyez qu'en fait, on a une équipe de spécialistes qui élabore un projet qui lui-même est mis en consultation très large, qui lui-même est relu par les pairs scientifiques, mais qui se fabrique sur un processus qui dure 1 an et demi sous le contrôle du comité directeur du HLPE. Et donc, ce rapport a été produit en octobre, enfin lancé en octobre 2017, il y a tout juste 1 an. Et au moment de la plénière, le comité de sécurité alimentaire, qui a été créé en 1974, qui est un organisme intergouvernemental, se réunit pendant 1 semaine à Rome en plénière tous les mois d'octobre, mi-octobre, et du coup a délibéré de la manière suivante. Il y a des textes comme cela que je vous mets, c'est pas pour qu'on les lise tous ensemble du tout. En général, je mets en couleur ce sur quoi j'attire votre attention, mais c'est un copier-coller des textes tels qu'ils ont été produits par l'intergouvernemental. C'est pour ça que je vous les soumets. Et donc, au moment de la présentation, le 10 octobre, de ce rapport en plénière du comité de sécurité alimentaire, le comité de sécurité alimentaire a décidé que la recommandation 9A du rapport, que l'on avait donc soigneusement introduit dans le rapport, après ce processus collectif, et qui disait
nous recommandons au comité de sécurité alimentaire d'élaborer des directrices volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, et bien que cette recommandation a été acceptée et que donc c'est la deuxième partie, qu'au-delà de saluer la qualité du rapport dans le reste de ce texte-là, que le comité de sécurité alimentaire demande à ce que se mette en place un processus qui durera 1 an et qui permettra de définir les termes de référence de l'élaboration de ces directrices volontaires. Donc vous voyez déjà la séquence, on reçoit une requête du comité de sécurité alimentaire, on prépare le rapport, ça dure 1 an et demi, on présente le rapport est non pas approuvé parce qu'on n'est pas sur cette scène-là, mais les recommandations du rapport sont reprises par le comité de sécurité alimentaire qui lui-même délibère et propose que pendant 1 an, cela soit mis en débat sur la manière d'aller plus loin. Alors, toujours pour vous reprendre des textes, dans le rapport de cette plénière de 2017, il était dit explicitement, je vous la relis, que notre recommandation 9A, à savoir le comité de sécurité alimentaire, CFS, c'est Committee for World Food Security, UN Committee for World Food Security, que le comité de sécurité alimentaire devrait considérer l'opportunité d'élaborer des directrices volontaires sur l'amélioration, on ne parle pas, j'y reviendrai, de système alimentaire, mais sur l'amélioration des environnements alimentaires pour des régimes alimentaires sains. Ça, c'était la recommandation qu'on avait élaborée, qui a donc été reprise, et du coup, la création d'un Open-Ended Working Group, dans le jargon, donc d'un groupe de travail à composition non limitée, donc un groupe de travail ouvert aux différentes parties prenantes. Donc le comité de sécurité alimentaire mandate un groupe de travail pour élaborer les termes de référence qui permettent de préparer, dans une perspective d'accord intergouvernemental, ces normes alimentaires. Et donc, moi, je vous avais dit, ça c'est ce que je vous ai présenté l'année dernière, je dis un peu comme ça en rigolant, rendez-vous dans 1 an. Je ne m'attendais pas complètement à revenir ici, à ce moment-là, mais voilà, je suis content. Et du coup, qu'est-ce que je vous propose 1 an plus tard, de reprendre le film à l'envers, de rembobiner le film. Et du coup, il faut remonter à octobre 2015, c'est aussi pour vous donner une idée de la temporalité à laquelle les choses se font. Il faut remonter à octobre 2015 pour que, lors d'une plénière, la 42e du nom, le comité ayant été créé en 1974, donc chaque année il y en a une, pour que le comité de sécurité alimentaire mandate le HLPE. Et en amont, il y avait déjà un avant de cette décision, c'était qu'il y a eu un processus déjà de négociation pour savoir quel est bien le rapport que l'on va demander au HLPE de produire. Jusque-là, on en avait produit un sur les accaparements fonciers, un sur le changement climatique, toujours en lien avec la sécurité alimentaire, un sur les pêches, un sur les filets de sécurité, un sur l'agriculture familiale, un sur les ressources hydriques, un sur le rôle de l'élevage, etc., etc. Il y en avait eu 11, puisque c'est le 12e. Et donc, voilà, il y a tout un processus déjà qui dure pendant 6 mois de négociation entre les parties prenantes du comité de sécurité alimentaire pour arriver à une requête. La requête est négociée, octobre 2015, on nous demande d'élaborer ce document. Alors, je pense que un petit commentaire que j'avais dû faire l'année dernière, c'est pas par hasard, ce rapport-là, il est quand même central pour le HLPE. Il est central pour le CFS. S'intéresser au système alimentaire, c'est vraiment le cœur. On pourrait presque se dire pourquoi il n'a pas été demandé avant. Alors qu'avant, on a demandé le rôle de certains piliers des systèmes de production ou certains processus en cours. Voilà. Et je pense qu'il a fallu ce processus de maturation, mais qu'en plus, on s'inscrit dans un agenda international qui le rend d'autant plus pertinent. Et l'agenda international, j'ai cité ici l'ODD2, donc l'agenda 2030 pour les objectifs du développement durable, avec celui sur éliminer toutes les formes de malnutrition, le 2. Mais on sait aussi qu'il y a une décade de la nutrition, qu'il y a un rapport international sur la nutrition. Il y a un agenda global montant
sur les questions de nutrition. Et c'est pas par hasard, du coup, qu'on a attendu, je le dirais comme ça, 2015 pour formuler cette requête. Le premier, c'était il y avait un besoin de temps de maturation, et le deuxième critère, c'était ça monte vraiment à l'agenda. Alors, les quelques messages de ce rapport, en vraiment très grand, et je veux pas, je les ai mis exprès petits pour pas y passer de temps, et sur une diapositive, parce que je veux pas refaire ce que j'ai dit l'année dernière. Donc c'est juste pour nous le remémorer. Hein, c'est déjà, le premier, c'est que l'ampleur de ce fléau lié à l'alimentation, ça devient monstrueux et majeur. Une personne sur 3 est en situation de malnutrition, et la malnutrition, c'est pas uniquement la sous-nutrition des 800 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger. C'est aussi, et de manière très liée, les 2 milliards de personnes en surpoids, les 2 milliards de personnes souffrant de faim cachée, les 600 millions, dans les 2 millions en surpoids, il y a les 600 millions en situation d'obésité, et on sait très bien qu'il y a des liens complexes entre ces différents fardeaux. Donc, et ce n'est pas uniquement le problème des pays pauvres et des pays du Sud, c'est un problème partout. À titre d'exemple, dans un petit groupe de travail dans lequel je suis, un de nos collègues anglais a mis la photo d'une plage de Brighton en 1976. Et je peux juste vous dire que l'esthétique des gens a profondément évolué en 40 ans sur la plage. Et le format des gens a profondément évolué en 40 ans. Donc, si la sous-nutrition ne diminue pas suffisamment rapidement, on voit que l'obésité et le surpoids et toutes les maladies non communicables, non transmissibles liées augmentent de manière dramatique. Des coûts importants, c'est non seulement inacceptable, c'est non seulement des questions sanitaires, mais c'est aussi un coût en termes de santé publique qui devient majeur, au point où de plus en plus de personnes disent c'est devenu le problème numéro 1 de santé publique, loin devant les maladies infectieuses. Loin, je ne sais pas, mais devant les maladies infectieuses. Autre message que je voulais donner, c'est que on a souvent tendance à dire voilà comment vont évoluer les comportements des consommateurs, et de dire ceci n'est pas nécessairement lié et défini à l'avance. On peut agir sur le comportement des consommateurs, et je pense qu'on a plein d'exemples en ce moment, y compris en France, donc pour s'en rendre compte. Et puis, le dernier message sur lequel je voulais revenir, c'est celui des environnements alimentaires. L'environnement alimentaire, on l'avait défini, c'est une littérature qui est en train de se faire, mais on l'avait défini comme l'ensemble des facteurs qui permettent d'impacter et de transformer le comportement des consommateurs. Uniquement aussi pour dire, pas uniquement, mais pour dire que dans le domaine de la consommation, on n'est pas entre un offreur d'aliments et un demandeur d'aliments qui va consommer. Il y a aussi tout un tas de facteurs qui influent, qui impactent, qui transforment, qui sont liés à nos valeurs, à nos normes, au collectif et à l'acteur public. L'acteur public qui peut agir sur celui-ci. Si je vous en donne 2 exemples, vous comprendrez tout de suite. 1, les modalités de restauration collective publique, et 2, la publicité qui peut être faite d'aliments aujourd'hui considérés comme peu propices à une bonne santé. Je pourrais en donner un 3e qui est comment on informe le consommateur et quel type d'information on donne. Donc, on concluait en disant oui, il y a une nécessité profonde de transformation des systèmes alimentaires, et dans le rapport, on présente un certain nombre de mesures, de politiques qui ont donné des résultats divers et variés ou qui sont en cours d'expérimentation, puisque j'ai donné ces 2 exemples, l'interdiction de publicité pour les boissons sucrées au Mexique, ou la taxe, pas l'interdiction, excusez-moi, la taxation des produits sucrés au Mexique, ou les mesures d'information aux consommateurs au Chili. Et puis, on montre dans ce rapport et des actions, mais également le fort potentiel d'action publique sur les environnements alimentaires. Voilà, alors qu'est-ce qu'est le groupe d'experts de haut niveau? En fait, quand le CSA s'est réformé en 2008-2010, après les émeutes dites de la faim, mais en fait il y a une volatilité excessive des prix, il y a eu deux grandes
piliers de cette réforme. Le premier qui était d'être plus inclusif, donc d'inclure les parties prenantes de la société civile et du secteur privé. Et le deuxième qui était de créer ce fameux HLPE. Tout le monde avait un peu le GIEC à l'esprit et la capacité de la science de jouer un rôle dans la négociation politique, comme elle l'a fait à l'occasion de l'accord du climat. Donc d'avoir un conseil indépendant qui travaille sur la base d'évidence, qui travaille d'évidence au sens scientifique, hein, de reconnu par le monde scientifique, mais pas uniquement d'évidence, et pas uniquement un rapport de synthèse, qui s'intéresse au désaccord. Pourquoi les différentes parties prenantes n'arrivent pas à se mettre d'accord, et comment on peut faire de la controverse quelque chose qui devient du coup fécond, pour alimenter, le terme exact dans le jargon utilisé est donc de convergence politique, de policy convergence, pour comment on peut comprendre les désaccords pour alimenter l'élaboration de processus de négociation, voilà, pour les éclairer. Et donc on est bien sur un nouveau mode de relation de la science aux politiques, à la fois qui ne nie pas la complexité et les enjeux qui sont en cours, qui fait de l'évidence quelque chose qui permet de dépasser les alertes indispensables par ailleurs, mais les alertes et uniquement posture critique, qu'elle soit de l'ordre de l'affirmation des doutes ou de l'affirmation des certitudes, pour retravailler et reconstruire les éléments d'un discours, et donc essayer de construire à partir des désaccords. Ça, ce sont les trois fonctions statutaires du panel du groupe d'experts de haut niveau, le HLPE, et donc la deuxième, c'est de produire des rapports sur des sujets controversés. Et on est exactement avec le rapport que je vous ai présenté dans ce cadre-là. On a reçu une requête en 2015. On nous a dit travailler sur système alimentaire et nutrition. On se donne rendez-vous dans 2 ans. Et donc, un rapport du HLPE, ce n'est pas un rapport scientifique. Il répond à une question politique et il alimente un processus politique. Et donc il faut le revoir comme ça, même si c'est un travail réalisé par des scientifiques. Il a pour vocation de s'adresser à des non-spécialistes et de formuler des recommandations. Il n'est pas prescriptif, il ne dit pas « il faut ». Il est par contre normatif en disant « considérer la possibilité de ». Donc il invite à, et donc il est le point de départ d'une négociation politique. Par rapport aux documents généralement produits par les organisations internationales, l'enjeu c'est de travailler sur les désaccords et pas forcément de construire un accord, en tout cas pas d'être timide par rapport à ça. Et par rapport aux documents de plaidoyer, il ne dit pas « voilà ce que je veux qu'il soit ». Il dit « voilà tout ce que j'entends à propos de ce que je veux qu'il soit ». Donc il met en perspective l'ensemble des positions et des plaidoyers. Et donc d'une certaine manière, moi si je résume le rôle du groupe d'experts de haut niveau, il fait l'agenda. Il fait l'agenda international. Alors, de manière modeste quand même, donc il contribue à faire l'agenda. Il ne fait pas à lui tout seul l'agenda, mais il positionne l'agenda depuis le temps de la requête. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est tout ça, c'est un temps très long. Puisque vous voyez que la négociation sur le thème du rapport a dû commencer au tout début de 2015, pour être explicite en octobre 2015. On est aujourd'hui en 2018 et on commence un processus de 2 ans sur l'élaboration des normes pour se donner rendez-vous dans 2 ans et être d'accord. Donc vous voyez que ce processus-là aura duré au moins 5 ans, 6 ans. Et je voulais, c'est cette temporalité-là que je voulais partager avec vous. Et quels sont les moments clés par rapport à ça. Donc là, je serai assez bref, puisque Muriel l'a évoqué, et puis c'était l'année dernière, pour redire que peut-être l'une des originalités de ce cadre conceptuel du rapport, c'est pas pour lire toutes les cases, hein, que je vous ai mis ça, mais c'est les ellipses rouges. Hein. C'est qu'on a, en fait, généralement, quand on regarde les systèmes alimentaires, on a les producteurs et les consommateurs. Et puis ça s'interface. Donc nous, on a introduit les environnements alimentaires, c'est les ellipses du milieu, hein. Donc entre tout ce qui est approvisionnement, tout ce qui est choix du consommateur ici et ce que cela produit, ben voilà, il y a ce maillon qui est l'environnement alimentaire sur lequel on proposait que l'on puisse intervenir, et ça sur la base d'expériences qu'on a rapportées. Je vais passer là-dessus rapidement parce que en fait, Muriel l'a dit en grande ligne. Je voudrais juste, je ne vais pas rentrer
vraiment dans le détail, je l'avais présenté, mais insister sur ce mot de la diversité. Diversité entre les pays, diversité au sein des pays, et donc le grand écart qu'on a à faire quand on élabore de telles normes, qui est de dire on pense et on réfléchit au niveau mondial, mais on réfléchit en fonction de la diversité. Donc on n'est pas forcément dans, voilà, en Albanie ou au Burkina Faso ou en Azerbaïdjan, il faudrait faire ça. On est sur, voilà le cadre mondial qu'on peut se donner pour qu'au niveau des différents pays et en fonction des différents types de systèmes alimentaires, ici on a une idée des transitions des types les uns vers les autres, adaptées de travaux de Drevnovsky et Popkin. Donc en fonction de cela, voilà comment il vous faudrait penser l'élaboration de directrices volontaires qui soient adaptées à votre situation. Donc je veux réinsister sur ce point-là, on pourra y revenir. Nous, on avait mis dans notre rapport l'accent sur l'environnement alimentaire, comme je le disais. J'ai expliqué pourquoi. Et là, quand on avait parlé d'environnement alimentaire, en allant un petit peu plus loin, on l'avait segmenté en 4 registres d'intervention possibles. Soit on peut intervenir sur l'accès physique. En effet, il y a des déserts ou des bourbiers alimentaires. C'est décrit dans le rapport. Désert, on peut pas. Il faut faire 30 km à pied pour aller chercher à manger. Bourbier, c'est on sort et il y a une pléthore d'offres d'alimentation qui sont peu propices à la santé, à proximité. On pouvait parler en termes d'accès économique, et en particulier de pouvoir d'achat, en termes de promotion et de publicité. Donc ce qui impacte, je vous rappelle, là on est sur ce qui impacte le choix du consommateur, et donc de qualité et sécurité sanitaire des aliments. Et dans le rapport, on en donne tout un tas d'exemples, soit en haut, on est toujours sur nos 3 piliers, là, vous les reconnaissez, les 3 piliers, l'approvisionnement, l'environnement alimentaire, le consommateur, et donc dans le rapport, on donne des exemples de ce qui, à toutes les étapes, permet d'améliorer la situation, en haut, ou de ce qui, à toutes les étapes, permet de dégrader la situation des systèmes alimentaires. Donc je vous invite pour plus d'infos à reconsulter le rapport si vous ne l'avez pas fait. Je ne l'ai pas dit et je n'ai pas mis les sites, mais tout était téléchargeable, tous les rapports, tous ces rapports-là sont téléchargeables, de même que les sessions de négociation. Elles sont filmées et on peut encore y accéder à tout moment sur le site, soit du comité de sécurité alimentaire, soit sur le site du HLPE. Et donc, et ça Muriel l'a rappelé aussi, ça l'avait frappé probablement, les différentes barrières et obstacles qui montrent qu'on a beau imaginer des solutions, elles ne sont pas toujours si simples à mettre en œuvre, et l'incapacité à mettre en œuvre le droit à l'alimentation, les asymétries de pouvoir et les conflits d'intérêts en sont des enjeux majeurs. Les recommandations, Muriel les a présentées, donc je passe. Rappelons-nous juste la 9, améliorer la qualité des environnements alimentaires. Et donc cette petite ligne 9A, que j'ai lue tout à l'heure, dans la 9, et qui est celle qui a déclenché tout le processus de négociation par la suite. Ça, c'était les points que moi j'avais retenus dans mes notes l'année dernière à la suite de la conférence. J'en avais partagé une partie avec vous et ça a été rappelé par Muriel. Donc sur certains, je serai un peu bref. La vocation à stimuler l'échange, l'importance de la langue. Et on avait eu longuement un échange sur le mot diet en anglais, qui ne veut surtout pas dire diète en français. Diète en français, c'est Claude Fischler qui nous l'avait fait remarquer. Diète signifie le régime d'une personne qui n'est pas en bonne santé, en français. Alors que le diet en anglais veut dire régime, tout simplement. Et donc, en prenant cet exemple-là, on voit bien à quel point, même si des fois, pour certains, la langue de travail est en anglais, on peut avoir du mal à se mettre d'accord sur un texte ou à travailler. Muriel, j'en suis où au niveau du temps? Il reste 5 minutes? 6 minutes. D'accord. Le fait ensuite que dans les débats, on s'était bien mis d'accord sur le fait qu'un des enjeux des politiques publiques était le ciblage
et que ça n'allait pas de soi. On n'est plus du tout sur j'opte entre sous-nutrition et obésité de l'autre uniquement, ou entre nord et sud de l'autre. On est vraiment sur des processus qui sont souvent liés. On a besoin de dépasser la question de l'approche par l'offre pour repenser les systèmes alimentaires, pour repenser l'ensemble des systèmes en tenant compte des empreintes. Il faut qu'on arrive à décloisonner, et décloisonner en repensant, elle l'a dit, mais je réinsiste, les destins liés de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, et Muriel a ajouté et économie, donc de tout ça, de mettre en cohérence ce qui se passe en France avec ce qui se passe dans le reste du monde, et du coup d'arriver à élaborer tant au niveau mondial des cadres cohérents, mais au niveau de chacun des pays, de chacune des localités, des trajectoires qui correspondent à un enjeu politique, à une négociation politique, à des besoins. Et donc, on s'était dit qu'il fallait se préparer à l'année qui vient. Et donc, voilà, l'année qui vient de s'écouler, et maintenant que je vous ai campé tout ça, ça ira probablement un peu plus vite. C'était donc comment on rend la controverse féconde. Et donc, on s'est bien mis d'accord sur ces termes de référence en octobre 2018, donc il y a un mois. Il y a un mois, il y a eu un accord. Je vais vous en donner les termes dans les grandes caractéristiques qui permettront justement d'alimenter le débat. La première chose, dans ce processus, avant l'accord, dans le processus de négociation, et je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus participé que moi au cours de l'année, donc je serai muet sur cela, il y a eu un objet qui était le fait d'élargir le champ de l'élaboration des directrices volontaires. On avait proposé environnement alimentaire. Ce qui a été repris, c'est l'ensemble des systèmes alimentaires. Donc c'est beaucoup plus large. Et c'est ce sur quoi s'est mis d'accord le comité de sécurité alimentaire. Donc un élargissement en disant oui, cette chose-là est suffisamment sérieuse et on ne peut pas, je le résume comme ça, on ne peut pas résumer ou réduire les évolutions des systèmes alimentaires aux environnements alimentaires. Donc il y a eu un accord en octobre pour élargir le champ de ces directrices volontaires. Éventuellement, je pense que ça peut faire l'objet d'un débat. J'ai moi-même une position. Je ne suis pas intervenu dans le débat et dans la négociation, puisque à partir du moment où on a remis le rapport, on n'a pas été longtemps plus concerté. Ça, c'est bien évidemment pas pour lire. C'est les termes de référence, ils font 9 pages. Vous pouvez les télécharger sur le site du comité de sécurité alimentaire. Et ces 9 pages, ils sont constitués, vous voyez, là, en fait, j'ai fait, c'est un choix personnel, j'ai fait du copier-coller de certains passages qui me semblaient le plus important pour le faire en une seule diapo, mais surtout, là, vous avez, sur la colonne de droite, des mots qui sont les miens et qui permettent de saisir la structure de ces termes de référence. Donc, on rappelle dans un premier temps ce qu'est la stratégie du comité de sécurité alimentaire. Dans un deuxième temps, on fait des choix en termes de ce que l'on attend du processus politique de convergence à ce propos. Et donc, on met en évidence des options, l'approche systémique, l'exploration des différentes trajectoires. Donc, on a un regard sur la diversité. Le fait d'être global dans sa direction, mais de permettre aux différentes parties prenantes, à différents niveaux, au niveau national, infranational, local, de se positionner. Un focus sur les plus vulnérables et les populations les plus vulnérables. Et puis l'inscription ici dans l'agenda mondial, qui est aujourd'hui l'agenda de la nutrition. Ensuite, une troisième section où globalement on reprend le rapport du HLPE pour justifier le besoin et la pertinence de ces directrices volontaires. Une quatrième section où on en définit les modalités. Et une cinquième où on parle des types d'instruments. On affirme, et ça je pense que ça va être important pour le débat, le fait qu'on n'est pas dans le droit contraignant, on est vraiment dans une démarche
mise en œuvre volontaire et qui doit être interprété dans des cadres nationaux spécifiques à chaque fois. Et puis le fait de, malgré cette dimension volontaire, que ce soit encouragé par les organismes multilatéraux à tous les niveaux et que les organismes multilatéraux, et en particulier ceux des Nations Unies, s'engageront à appuyer la mise en œuvre de cela. Et après, on revient sur quelles sont les cibles de ces directrices et puis une proposition de modalités très concrètes pour le processus. Donc on voit alors déjà il y a un petit nom, hein, Voluntary Guidelines on Food Security and Nutrition. Ils lui ont donné un petit nom. Donc d'une certaine manière, ça existe déjà. Il y a presque un nom de baptême. Bien évidemment, elle n'existe pas complètement, puisque là, on pourrait dire c'est la petite graine, et puis il faut attendre encore 2 ans pour l'accouchement. Mais on voit dans les différentes étapes de ces termes de référence que le HLPE a joué un rôle important. D'abord, cette recommandation 9A qui était issue du rapport. Ensuite, le fait d'avoir un document qui définisse le cadre général de l'élaboration des normes et auxquelles les différentes parties prenantes vont se référer, le fait d'afficher le ciblage sur les plus vulnérables, un certain nombre de définitions, que ce soit les systèmes alimentaires ou la typologie des systèmes alimentaires, qui sont reprises et qui sont extraites du rapport du HLPE, et le fait de s'appuyer sur le cadre conceptuel avec ces 3 piliers, approvisionnement, environnement alimentaire et choix des consommateurs. Et donc, dans 1 minute, ouais, ça va aller. Donc, dans le rapport du mois d'octobre, l'année passée, le rapport de la plénière du comité de sécurité alimentaire, je vous ai fait par ailleurs un copier-coller. Il est téléchargeable lui aussi. Je vous ai mis en rouge les points qui me semblent importants à ce propos. Tout d'abord, le comité a approuvé le mandat les termes de référence et le mandat qui était donné pour l'élaboration de ces normes volontaires. Deuxièmement, il souhaite que le processus soit inclusif et ouvert à toutes les parties prenantes. Troisièmement, il insiste sur l'importance que les phases de consultation se déroulent de manière appropriée. Quatrièmement, il reconnaît qu'on n'a pas encore tous les financements pour ce processus-là et que donc il invite les membres du comité de sécurité alimentaire à compléter ces financements et il fixe un terme, c'est la plénière de 2020 pour une approbation. En séance, l'Allemagne, et je crois que l'Allemagne est représentée ici par quelqu'un de l'ambassade, si je ne me trompe pas, si elle a pu passer les barrages d'entrée, non, apparemment, si, voilà. Donc l'Allemagne, en séance plénière, a annoncé une contribution d'1 demi-million d'euros pour financer ce processus de consultation. Et Madame Liliane Ortega, Suisse, a été nommée pour piloter pour l'ensemble de la communauté l'élaboration de ces normes volontaires et revenir en plénière en octobre 2020. Et concrètement, et c'est le dernier petit point, c'est bon, je suis encore dans le temps, ouais. Et donc c'est le dernier petit point, concrètement, mais ça c'est personnel. Il y a bien donc 2 enjeux. C'est derrière ces normes volontaires, on n'est pas uniquement sur quelque chose qui serait de l'interdiction ou de la limitation. On est aussi sur quelque chose qui serait de la stimulation de ce qu'il faudrait faire de bien pour manger sain. Et donc, quand on parle de normes, de directrices volontaires, on peut tout à la fois inclure un engagement, un encouragement à améliorer les choses, comme une interdiction, une invitation à l'interdiction ou à la régulation de ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième chose, c'est ce fait de jouer à plusieurs échelles. On est ici sur un processus de négociation internationale qui doit s'imposer au niveau mondial, mais on est bien conscient que ce qu'il faut mettre en œuvre ou qui est amené à mettre en œuvre ne le sera pas nécessairement à cette échelle-là. Il peut l'être à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale. Et puis, des directrices volontaires, on va dire, on va peut-être même avoir l'accord de Paris sur le climat à l'esprit. Finalement, ça change quoi ? Et en quoi ? Oui, on n'est pas dans le droit contraignant, c'est sûr. Mais n'empêche
que le fait même de construire ce processus de négociation et de délibérer à propos de cet objet-là a au moins deux vertus, si ce n'est nécessairement de résoudre complètement le problème. La première, c'est qu'il permet de faire discuter, et si on est là ce matin, c'en est l'exemple, et c'était vrai aussi au comité de sécurité alimentaire en plénière en octobre, et que ça fait l'agenda. Ça permet de faire remonter les problèmes, de les identifier, et à défaut éventuellement d'accord ou d'action, de les traiter. Alors bien sûr, je préfère l'accord et l'action, mais voilà, ça en fait partie. Et la deuxième, c'est que quand même, il s'impose, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser cet accord, on peut y faire référence dans des actions, on peut y faire référence dans des programmes, que ce soit au niveau politique ou au niveau financement, il devient quelque chose qui est mobilisable pour changer. Donc, je n'ai pas dit rendez-vous dans 10 ans, et je ne l'ai pas dit en chantant non plus, mais rendez-vous dans 2 ans, en l'espérant qu'on puisse avoir un produit sur la table et qu'on puisse du coup partir sur une autre période. Merci. Merci mille fois Patrick pour nous permettre en fait de nous sentir partie prenante et engagée dans cette réflexion. Donc j'avais dit juste quelques questions brûlantes. C'est brûlant, c'est des questions de compréhension parce qu'ensuite nous aurons la discussion. Merci. Merci beaucoup, c'était passionnant. Donc Cyrielle Denartic du réseau Action Climat. Je voudrais bien être sûre de comprendre la cible. Ah pardon, faut que je me lève. Donc question de compréhension. La finalité de ce rapport, j'ai bien compris que c'était volontaire, hein, elle s'adresse bien à l'État. Mais est-ce que le panel des recommandations qui pourront ressortir de ce processus, même si ça va s'adresser aux États, ils auront pour finalité finalement de faire évoluer à la fois les organismes publics, mais aussi les organismes privés, les réglementations sur la publicité, etc. Alors, je le reformule juste tout petit peu. En fait, il ne s'adresse pas aux États. Il s'adresse au Comité de sécurité alimentaire des Nations Unies. C'est-à-dire qu'on nous demande, on est un organe de ce comité-là, statutairement, on nous demande un rapport et on remet le rapport. Par contre, dans nos recommandations du rapport, elles sont toutes formulées comme le comité de sécurité alimentaire devrait faire ci, ça et ça. Comme la 9A, par exemple, on a dit le comité de sécurité alimentaire devrait s'engager sur l'élaboration de normes volontaires sur les environnements alimentaires. Mais dans les conclusions, dans la série des 10 conclusions, on dit aussi nous encourageons les États à. Nous encourageons les différents acteurs du secteur privé, de la société civile à. Et donc nous ne nous empêchons pas de formuler des recommandations qui puissent être prises et mises en œuvre à différents niveaux. Mais l'interlocuteur premier est celui qui nous passe la commande. Et après, je distingue cela des normes volontaires. C'est-à-dire que notre rapport à nous n'a pas valeur de mise en œuvre directe. C'est-à-dire le rapport du HLPE, c'est pas une délibération du comité de sécurité alimentaire. C'est un rapport que des scientifiques ont remis au comité de sécurité alimentaire pour prendre des décisions. Et du coup, il n'a pas valeur de décision, ce rapport-là. Il n'est que suggestif et, comme je le disais, normatif. Donc il ouvre des voies, et il ouvre des voies à une négociation ultérieure où les différents acteurs du CSA pourront dire « Ah bah oui, on prend ça ». Sachant qu'au CSA, il est constitué, c'est un organe intergouvernemental qui rapporte, il est basé à Rome, mais il rapporte au Conseil économique et social des Nations Unies, qui est basé à New York, et que la réforme de 2010, c'est ce que je disais, a voulu qu'il soit élargi au-delà de la représentation des États membres des Nations Unies, avec donc d'autres représentations qui n'ont pas droit de vote, mais qui ont droit d'expression. Et en particulier, le mécanisme de la société civile et le mécanisme du secteur privé.